Bonsoir tout le monde, bienvenue à la soirée d'échange entre les candidats et candidates des différents districts du quartier Rosemont et aussi à la mairie d'arrondissement, une séquence de soirée d'échange avec les candidats et candidates tout au long de la semaine. Donc, bienvenue aux gens en salle, bienvenue aux deux candidats du district de Tienne-les-Marteaux qui brisent la glace. Bonjour les gens à la maison, en Zoom. Donc, je me présente Denis Leclerc, je suis le directeur général de la CDC de Rosemont, donc la Corporation de développement communautaire de Rosemont, le regroupement d'organismes communautaires du quartier, aussi table de quartier pour favoriser la concentration entre les secteurs d'activité et les différents réseaux du quartier. Et à chaque élection fédérale, municipale, provinciale, on organise des soirées d'échange comme ça. On vise 2-3 objectifs relativement simples. Le premier, c'est permettre aux citoyens et citoyennes et aux organisations du quartier de mieux connaître les candidats et les candidates. En une soirée, on a l'occasion de faire le tour de leurs engagements, de leurs promesses, de leur motivation et aussi de leur personnalité. Donc, ça permet aux gens d'avoir une idée un peu plus claire pour qui veulent voter aux élections. Le deuxième, évidemment, c'est on veut favoriser la participation citoyenne, particulièrement la participation aux élections municipales, dans ce cas-ci. Et la troisième, si on veut rendre accessible l'information que les candidats veulent transmettre aux citoyens. Donc, le format COVID est particulier. Le format COVID, parce qu'on est, et oui, toujours en COVID, ça se veut une soirée mixte, autant en présentiel qu'en virtuel. Donc, je remercie beaucoup Mme Erika Anéus de Projet Montréal, candidate dans Étienne-les-Marteaux. Bonsoir. Bonsoir. Madame Dimitrou Poulot. Excusez, je me suis trompé. Emilia Diamado-Poulot. Poulot. Excusez. Je vais m'en faire, ça se peut que je le fasse à quelques reprises. J'espère que vous allez m'excuser pour cette erreur-là. Donc, d'Ensemble Montréal, équipe Coder. Il y a 2 autres candidates qui se présentent dans le district. Malheureusement, on n'a pas eu de nouvelles des autres, donc je vais quand même les présenter parce que les gens peuvent voter pour eux. C'est Manel Daher du Mouvement Montréal et M. Gilbert Thibodeau d'Action Montréal, équipe Gilbert Thibodeau, qui a aussi sa colistière qui est Mme Karine Cusson. Donc, je vous explique un petit peu le déroulement. On est en mode COVID, donc on a une distanciation qui fait qu'on a moins de proximité. Il y a une salle avec maximum 25 personnes. Il y a des gens en présentiel. Il y a des mesures sanitaires à respecter en présentiel, c'est-à-dire le port du masque quand on se déplace. Quand on est assis, on peut le porter. Voilà, c'est relativement simple, passeport sanitaire et tout. Donc, ceux et celles qui veulent venir mercredi ou jeudi, ça prend le passeport vaccinal. En virtuel, à la maison, vous êtes en Zoom. Donc, en fait, vous avez accès à différentes fonctions. On les a limitées parce qu'on ne veut pas que le débat parte dans le chat public à droite, puis que finalement, personne n'écoute la soirée d'échange. Donc, c'est un chat privé avec l'animateur du chat, qui est Guillaume de la CDC de Rosemont. Donc, vous pouvez poser des questions qu'on va adresser aux candidats sans aucun problème. Ça va nous faire plaisir. N'hésitez pas, tous les sujets sont permis, que vous soyez des partisans d'un des partis ou totalement non partisans, ça vous appartient. On veut recevoir les questions des citoyens et des organisations. Ça va durer environ 1 heure, 1 heure et quart. Je vous explique les blocs. Il y a une première partie où vous allez vous présenter. Il y a une deuxième partie où la CDC va vous poser une question que vous connaissez d'avance, qu'on vous a envoyée à l'avance. La troisième partie, c'est la question des gens du public, soit des gens sur Zoom, des gens ici ou des gens qui ont posé à l'avance leurs questions sur Internet. Et ensuite, il y a la partie conclusion. Donc, grosso modo, c'est les blocs généraux. Je vous explique, il y a des gens à la CDC de Rosemont dans le décor, en background. C'est des collègues de travail qui donnent un coup de main au niveau du support technique et logistique. Voilà. Ceux qui ont des questions sur le chat, vous les faites en tout temps. À un moment donné, on va m'apporter les questions et je vais les lire à votre place. Ceux dans la salle qui ont des questions, c'est possible de poser vous-même la question devant les caméras, si ça vous appartient. Ça va? Des questions? Non. Est-ce que Guillaume, il y a des questions en ligne sur le déroulement? Non, c'est bon. Donc, écoutez, on va commencer. On va vous donner à tour de rôle 3 minutes pour vous présenter, faire connaissance, briser la glace. Le tirage au sort fait en sorte que c'est Mme Diamado-Poulou. Ben voilà. Voilà. Qui va commencer, suivie de Mme Anéus. Donc, Mme Diamado-Poulou, à vous la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, voilà, je me présente Emilia Diamandopoulou. Je me présente comme conseillère de district, mais avant toute chose, j'étais une citoyenne comme vous avant le 17 septembre. Une citoyenne comme vous qui est ici, établie, qui évolue dans Rosemont depuis autant d'années que Projet Montréal est élu, donc ce qui fait 12 ans. Ça fait 12 ans que j'ai espoir de voir cet arrondissement s'embellir, rayonner, faciliter la vie des parents, des jeunes et des moins jeunes et des plus vulnérables aussi. Et dans les dernières années, sincèrement, en toute honnêteté et en toute transparence, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de devoir pallier mon quotidien avec ce qui se passe dans Rosemont. J'ai décidé de me lancer en politique parce que j'ai atteint ma limite de voir l'inimaginable se produire ici. La montée de l'intolérance de jour en jour, je n'en peux plus. Je suis une maman, je suis un humain. Je me lance avec Ensemble Montréal parce que la seule façon qu'on puisse réconcilier notre démocratie ici, c'est si on le fait ensemble. Que ce soit élus, citoyens, tout le monde, il faut qu'on fasse ça ensemble. Il faut qu'on se prenne en considération, peu importe nos allégeances, qu'on fasse preuve d'empathie puis de bienveillance aussi. Et c'est ça qui manque gravement, et de dialogue. Donc, je suis ici devant vous pour prendre contact avec vous, me présenter, puis j'espère qu'on aura des dialogues remplis de bienveillance. Merci. Merci. Je passerai la parole maintenant à Mme Alnius. Merci, M. Leclerc, Mme Diamandopoulou, les gens qui sont dans la salle, les gens sur Zoom. Je tiens à vous souhaiter un bon lundi soir. Je vais prendre un instant quand même pour me présenter. Je m'appelle Erika Alnius. Je suis à la base originaire de cette belle région qu'on appelle les Cantons de l'Est et j'habite à Montréal depuis 15 ans, dont 13 ans dans le district d'Étienne-des-Marteaux. C'est la place où j'ai décidé d'évoluer quand j'étais étudiante, mais aussi comme professionnelle. Je suis très contente d'être présente ici pour la CDC Rosemont, simplement parce que le communautaire est quelque chose qui est très proche de moi. J'ai eu la chance dans les 10 dernières années d'œuvrer dans le milieu communautaire, autant comme agente de projet que comme conseillère en développement philanthropique. Et j'ai aussi siégé sur plusieurs conseils d'administration, autant en immigration, en jeunesse et pour des personnes atteintes du le VIH-Sida. Je suis née avec des parents qui m'ont inspirée au fait qu'on s'enrichit quand on donne à autrui. Donc, être au service des gens, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis l'adolescence. Et j'ai vu Rosemont changer, évoluer. Et au contraire de Mme Diamandopoulou, il y a eu des gains dans Rosemont. Il y a des choses qui ont été faites pour qu'on soit contemporain, qu'on soit des gens du 21e siècle. Certes, il y a définitivement des choses qui méritent d'être ajustées, mais je pense qu'il y a une posture importante à répondre aux enjeux du 21e siècle. Et Projet Montréal, l'administration de François Limoges désire ardemment le faire en collaboration avec vous. C'est une posture d'écoute, c'est une posture d'ouverture et c'est la raison pour laquelle j'avais envie d'y contribuer. Je suis une résidente d'Étienne-des-Marteaux qui désire mettre la main à la pâte pour qu'on soit capable d'être d'une grande élégance pour les enjeux qui s'en viennent dans l'avenir. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Donc, la glace est brisée. Vous n'avez pas tous pris votre temps d'antenne, les deux. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez ajouter des éléments d'argumentaire. Sentez-vous très à l'aise. On va passer au deuxième bloc, qui est la fameuse question que la CDC vous a posée, que vous avez préparée. Vous avez sûrement un texte de 10 pages à nous lire, de déclaration formelle et d'engagement officiel. Donc, on va commencer par Mme Alnius au niveau de la question. C'est une question en 2 volets. Donc, selon vous, c'est quoi l'enjeu principal spécifique dans Rosemont pour les prochaines années? Donc, on veut connaître votre enjeu principal. On veut aussi que vous nommiez le 2e et le 3e. C'est le top 3 des priorités, c'est lesquelles, mais on veut savoir le top 1, c'est quoi, top 2, top 3. Et une fois que vous avez dit ça, on veut savoir concrètement qu'est-ce que vous allez faire pour Rosemont dans les 4 prochaines années. On vous donne 3 minutes, 3 ou 4, vu que vous avez écoulé tout votre temps, pour développer votre argumentaire, votre présentation. À vous, Mme Alnius. Merci beaucoup. La priorité pour moi, à la base, est un enjeu de cohabitation entre les cyclistes, les automobilistes et les piétons.
il y a pour moi la priorité d'assurer des infrastructures qui sont sécuritaires pour tout le monde. Et ma priorité serait de travailler sur 2 intersections qui sont très, très, très névralgiques, qui est le carré Augier, qui mérite et qui n'a pas été travaillé, certes, depuis longtemps, mais c'est un engagement que nous avons de pouvoir travailler à sécuriser le carré Augier. Donc, moi, je m'engage, si je devais être élue, à mettre une sécurisation temporaire dans les 3 premiers mois d'une élection et d'ici la fin d'un mandat, de pouvoir mettre en collaboration et de travailler ce dossier-là en collaboration avec les citoyens du coin et les fonctionnaires de la ville qui ont une expertise et qui ont un bagage, de pouvoir sécuriser cette section d'Étienne Desmarteaux. Deuxième intersection aussi qui est très névralgique est celle d'Hillsdale et Iberville. Beaucoup de personnes en porte-à-porte qui y habitent et beaucoup de personnes âgées soulignent le niveau d'accident. Beaucoup de familles qui fréquentent dans le parc Monson soulignent le niveau de dangerosité et ça, c'est la deuxième intersection sur laquelle j'aimerais travailler. Donc, il y a un aspect de cohabitation. Je pense qu'il y a eu une image où la cohabitation ne pouvait pas se faire. Je pense que Projet Montréal a compris, entendu et veut faire encore mieux et encore plus à l'écoute. Si je devais parler des 2 autres, je veux parler de verdissement, je veux parler d'embellissement. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait, qui a été important. L'administration de Projet Montréal dans Rosemont a une politique d'agriculture urbaine et de transition écologique. Le but est de poursuivre dans cette lancée, sachant les enjeux de crise climatique dont on doit faire face. Et en plus, c'est une opportunité de le faire avec les citoyens, des citoyens qui sont intéressés, engagés et qui ont envie que Rosemont-la-Petite-Patrie soit encore plus verte. Le dernier point pour moi, c'est le logement. C'est un enjeu qui est criant, qui est clé, qui mérite qu'on mette notre énergie. C'est sûr qu'il y a des choses qui relèvent de la juridiction provinciale et fédérale, mais nous, il est important d'utiliser notre pouvoir pour utiliser toutes les réglementations possibles pour freiner les rénovictions, essayer de réduire les conversions d'unités locatives pour qu'elles deviennent des condominiums. Et la deuxième partie, le deuxième volet de la question, que j'appelle la question chouchou, ce qui, moi, me branche et que j'aimerais vraiment faire concrètement dans Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est mettre mon savoir-être et mon savoir-faire au service du milieu communautaire. Je pense qu'ayant travaillé dans le milieu pendant 10 ans et surtout connaissant certains enjeux, autant d'itinérance, de précarité de certains citoyens de Rosemont-la-Petite-Patrie, j'aimerais pouvoir travailler sur la poursuite de la politique de développement social qui a été mise de l'avant par l'arrondissement, la faire vivre, la rendre humaine et inclusive de tous et toutes. Et ça vient avec le fait qu'on veut bonifier les soutiens aux organismes communautaires de Rosemont-la-Petite-Patrie et aussi ajouter un agent de développement social. Les organismes sont souvent les meilleurs pour être capables d'adresser ce qui a besoin d'être fait. Et le but, c'est que nous puissions, en tout cas, moi, j'aimerais énormément pouvoir travailler en collaboration avec les organismes qui font un travail qui est névralgique et fondamental. Voilà. Merci. Passer à Mme Diamadou-Poulou. Donc, à vous la parole. Oui, donc bonjour. Étant donné que j'ai un 4 minutes et non 3, je vais souligner quelque chose que j'ai à cœur. Et c'est plus qu'un enjeu pour moi. Ça dépasse le premier enjeu de la question. En fait, c'est qui je suis. Je suis une cycliste. C'est mon mode de transport principal. Je suis une maman. C'est ma vie. Et je ne comprends pas comment c'est possible que d'un district à un autre, à moins 20, moins 25 l'hiver, à porte-bébé, parce qu'en poussette, on oublie ça tout de suite, ça me prenne 1 heure pour me rendre du point A au point B. Je suis indignée par rapport à ça. Donc, mon premier enjeu, c'est clairement la mobilité. Puis je suis indignée parce que je suis une maman qui se déplace en transport en commun ou en vélo ou en traîneau, puis qui fait tout. Puis je suis en santé, Dieu merci que je sois en santé. Dans mon porte-à-porte, ce qui me revient continuellement, ce sont nos plus vulnérables. Ce sont les gens âgés, ceux qui sont en perte d'autonomie. Notre population qui est vieillissante dans l'est de Rosemont, encore plus, davantage, qui ne peuvent plus sortir de chez eux, qui n'ont plus de stationnement,
Comment ils font pour avoir de la visite chez eux? Comment on peut rentrer dans notre quartier et même en sortir? On est enclavé dans Rosemont. Est-ce qu'on peut le désenclaver? Puis pourquoi ça fait autant de temps qu'on fait des travaux, qu'on fait des changements majeurs comme ça, puis qu'on n'est pas consulté? Elle est où la consultation publique? Donc, cet enjeu-là de mobilité, il est immense. Les plus vulnérables sont directement touchés. Il y a des drames humains qui sont là-dedans. Comment c'est possible que dans l'Est, ces mêmes gens-là qui sont directement sur Bellechasse ne peuvent pas se faire livrer de médicaments, que ce soit la popote roulante, les transports adaptés qui obtiennent des contraventions, parce qu'on veut accommoder une certaine partie d'un électorat? Je suis une cycliste, je suis pour la sécurité des vélos, mais on est plus que du vélo ici, là. On parle de sécurité, puis la sécurité, ça passe également par ces gens-là, nos parents, nos grands-parents, nos voisins, qui méritent mieux par rapport à la mobilité. Donc, nous, on s'engage en étant élus. Il y a une partie dans l'Est par rapport au rêve Bellechasse qu'on va très certainement réaménager. On ne va pas défaire quelque chose, parce que je nous corrige ici, parce que ça a été rapporté à plusieurs reprises. On ne défait rien. On ramène le projet qui avait été proposé à l'initiale. À l'initiale, ce n'était pas ce qu'on a fait présentement sur Bellechasse. On accommodait. Il y avait de ça dans le dialogue. Un dialogue social inexistant. Donc, cet enjeu-là de la mobilité, puis de rendre notre quartier accessible, il est majeur. Si on ne peut plus circuler, nos commerçants, on va les perdre. Nos familles, on va les perdre. Notre vie de quartier, si on la perd, bien, il va mourir, ce quartier-là. C'est un quartier qui meurt, ça s'en va où? C'est quoi pour l'environnement? On doit prendre nos véhicules et aller loin pour essayer de trouver un commerce adapté pour nous? Je ne comprends pas la logique derrière tout ça. Je ne comprends pas la logique, puis je comprends, on mentionne, on a compris le message, mais ça fait 12 ans. Ça va faire plus qu'une... Si Projet Montréal est élu ici, c'est plus qu'une demi-décennie de Projet Montréal dans Rosemont. J'ai de la misère à accepter ça en tant que citoyenne et maman qui se déplace en vélo et à pied. J'ai de la misère à accepter ça que soudainement, on va enfin m'écouter ou qu'on écoute mes voisins qui sont vulnérables. Je leur ai promis. C'est pour ça que je suis ici devant vous aujourd'hui puis que je me lance en politique. J'ai mis ma parole sur la table. Je leur ai promis que j'allais parler pour eux puis que j'allais être leur voix parce qu'on ne les écoute pas. Donc, c'est plus qu'un enjeu qui me tient à cœur. L'enjeu de la mobilité. Également, dans cet enjeu-là, on s'engage à faire une brigade trottoir. En 2021, comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu une rue qui soit asphaltée? Comment c'est possible qu'on déneige en premier l'hiver les pistes cyclables et non pas les trottoirs? Je pense que ça va de soi qu'on met sur pied une brigade trottoir. C'est dans notre plateforme locale et on s'engage à le faire. Également, on est entouré de chantiers de construction. Est-ce que ça aussi, ce ne serait pas agréable de peut-être avoir un comité de qualité de vie autour de ces mêmes chantiers-là pour s'assurer que les gens qui sont directement touchés par ces chantiers peuvent s'adapter en conséquence? Il me semble que c'est la moindre des choses. Le deuxième enjeu, très certainement, c'est lié également à l'habitation. La question de la hausse des loyers revient de façon importante, comme la hausse des taxes. Dans mon porte-à-porte, c'est ce qui revient, majoritairement, en même temps que la mobilisation. Les gens sont découragés. Ils se souviennent qu'on leur avait promis qu'il n'y en aurait pas d'augmentation de taxes. Mais dès le premier budget de Projet Montréal, comme mentionné à Radio-Canada, Valérie Plante avait promis en campagne électorale de ne pas augmenter les impôts fonciers au-delà de l'inflation. L'effet combiné de la taxe générale, des taxes d'arrondissement, de la taxe d'eau, ça fait grimper les avis d'imposition municipaux de 3 % en moyenne, apprend-on dans le budget 2018 de la Ville de Montréal. Mais il faut s'assurer de garder sur notre territoire les petits propriétaires qui doivent affronter des hausses de taxes importantes compte tenu de la hausse de l'évaluation de leur propriété. Nous, on veut mener ce débat-là auprès de l'administration municipale et le gouvernement du Québec pour que les propriétaires puissent continuer d'habiter Montréal, qu'on cesse de perdre nos familles et qu'il y ait cet exode-là qu'on constate, vraiment malheureusement. Rapidement, en guise de conclusion. En guise de conclusion, mon troisième enjeu, qui est quelque chose que j'ai à cœur depuis très, très longtemps, aussi longtemps que je me souvienne, c'est le volet culturel.
il y a déjà au-delà de 12 ans, on avait entamé une réflexion sur une maison de la culture, sur l'ancienne piscine qui était sur Bellechasse. Ça fait 12 ans. Elle est où, cette maison de la culture-là, digne de ce nom qu'on mérite tous? Puis pourquoi on est un des arrondissements les plus pauvres en bibliothèque et en culture? Je pense que c'est primordial. Puis on doit se demander, elle est où, cette maison de la culture que ça fait 12 ans dont on a parlé puis qu'on a fait la sourde oreille, on n'en entend plus parler. On le mérite. Parfait, merci. La glace est brisée. J'ai l'impression, là. Oui. Donc, je vous laissais un petit peu plus de temps, mais ça permettait de mettre la table un petit peu sur différents sujets. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, sur le web? J'en ai une qui vient du comité logement Rosemont, évidemment, on s'y attend, parce que le logement, vous les deux, vous en avez parlé, l'habitation aussi. On ne peut pas y échapper, hein, c'est une préoccupation extrêmement importante. Donc, question soft du comité logement. On va y aller, là, c'est une question gentille. C'est dans un contexte où la crise du logement s'est mise sur plusieurs fronts, pénurie de logement, hausse de loyers abusifs, parc de logements locatifs malmenés, etc. Qu'allez-vous faire très concrètement pour arrêter toutes les tentatives de ce que l'on nomme les rénovictions? Donc, évidemment, le logement, l'habitation, c'est autant le provincial, le municipal que des fois l'arrondissement. Donc, on aimerait voir avec les pouvoirs que vous avez, les capacités que vous avez de changer certaines règles du jeu. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire au niveau local pour tenter d'arrêter les tentatives de ce qu'on nomme les rénovictions? Vous lancez la personne qui... Je vous en prie. Allez-y. Oui. Bien, à ce moment-là, évidemment, relié à l'habitation, nous, je tiens à le dire, pour Rosemont, notre équipe de Rosemont ici, nous soutenons le registre des baux. On soutient ça. On soutient le registre des baux, c'est important qu'on le mette de l'avant puis qu'on puisse le mettre sur pied. Là, on rencontre des gens dans Étienne Desmarteaux, personnellement en porte-à-porte. On parle beaucoup des rénovations par rapport aux shoebox, ces fameux shoebox qui sont un peu partout. Je pense qu'on est capable de faire du développement de logements social et communautaire. Il y a des anciens édifices de la commission scolaire de Montréal dans l'Est et les terrains de la STM sur la rue Saint-Denis et entre Rosemont et Bellechasse. Puis notre collaboration pourrait être avec vous sur ces deux projets-là pour réfléchir à densifier de façon douce dans certains coins de l'arrondissement. Puis c'est certain qu'il faut faire affaire avec des spécialistes de l'urbanisme concernant ça. Rosemont, c'est la conscience sociale du parti, puis nous, on est capable de l'amener au sein de l'équipe. Je parle, nous, notre équipe de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci. Merci beaucoup. Il est important par rapport au logement de situer les responsabilités de chacun et chacune. Puis je pense que c'est clé par rapport à la question du logement. Une des choses que je ferais pour répondre à votre question, c'est vraiment d'utiliser les pouvoirs réglementaires. Parce que quand on parle de rénoviction, c'est une question de permis, c'est une question de construction. Donc, c'est d'utiliser, de revoir. Et il y a certains arrondissements qui ont utilisé certains règlements qui ont été clés pour réduire les rénovictions. Ça, je pense que c'est important de placer les choses où elles doivent être. Et définitivement, on est pour qu'il y ait des logements sociaux, coopératifs. Il faut bien le réfléchir et le faire en collaboration avec les besoins du terrain. Mais pour préciser par rapport à votre question, c'est une question de règlement. C'est une question de pouvoir municipal que de savoir qu'est-ce qui peut être fait et non fait. Autre chose aussi, au niveau du logement, il y a ce qu'on appelle les hôtels à courte durée, de conserver ce qu'on a. Parce qu'il y a des gens en précarité qui ne peuvent pas aller ailleurs et on met des gens dans une plus grande et plus grave précarité. Donc, déjà ça, de conserver ces hôtels-là et aussi tous les lieux locatifs, d'éviter ces changements-là en condo. Donc, important de remettre en perspective quels sont les rôles de la ville. Et je tiens à le dire, puis je pense que Mme Diamodo-Poulou et moi, on partage ça, cette envie de pouvoir avoir une conversation auprès du provincial pour éviter les déréglementations qui fait qu'on est à la merci du marché. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est important. On a un rôle face aux citoyens dans son quotidien. Il faut ramener ça à l'ordre au niveau des autres paliers gouvernementaux. Très bien dit. Parfait, merci. Une autre question qu'on a reçue à l'avance, puis je la résume parce que c'est le classique de propos de gens concernant la fameuse piste cyclable Bellechasse. Hein?
c'est un peu incontournable. Donc, en fait, on aimerait connaître votre position par rapport à ce que vous allez faire sur cet axe-là pour les 4 prochaines années, chacun de votre côté. Oui. Extrêmement content de pouvoir répondre à cette question. Comme j'en ai parlé précédemment, on ne défait rien, on ramène le projet à l'initial, ce qu'on nous avait proposé puis présenté à l'initial, avant même de savoir qu'on allait avoir ça au beau milieu de Bellechasse. Donc, ce qu'on propose de faire, c'est dans l'est, le tronçon est du rêve Bellechasse, pas la totalité du rêve Bellechasse, dans l'est, de la première environ jusqu'à Châtelain, un côté, on ne parle pas de l'enlever, là. C'est ce qui a été proposé à l'initial, c'était ça le projet, d'avoir un côté de la rue et d'un autre garder un stationnement. Il y a au-delà de 700 portes sur Bellechasse, on a enlevé 800 stationnements et on sait et on est conscient que dans l'Est, la population est vieillissante. Ils ne peuvent pas se permettre de marcher 500 mètres pour aller à un véhicule. Peut-être s'ils sont chanceux. Donc, ce qu'on propose, c'est ça, dans l'Est du rêve Bellechasse. C'est important qu'on ait des pistes cyclables sécuritaires, certes. J'en suis une qui l'utilise, le rêve Bellechasse. Mais si on va dans l'Est, pas tant de monde que ça qui se promène là. J'aimerais ça aussi qu'on puisse avoir des données qui soient rendues publiques. Et ça, très certainement, si on est élu, on va le faire. Prendre les données publiques de circulation. C'est important. Parfait, merci. Madame Meunier. Merci beaucoup. J'aimerais ramener à la mémoire de certaines personnes l'année 2016, où il y a eu 9 décès de cyclistes dans Rosemont. Il est important de ramener une sécurité pour les cyclistes. Certes, il y a des choses qui méritent d'être ajustées et consolidées, et nous l'entendons très bien. Concernant le rêve Bellechasse, il est important pour nous de le maintenir, de le pérenniser, et aussi de voir à aménager des lieux qui vont permettre certains débarquements pour que les gens puissent déposer leurs choses, et on l'entend très bien. Mais l'idée est de le garder. Il y a une chose qui est clé. Il y a des gens qui sont décédés dans l'arrondissement et il fallait répondre vite à cette crise de décès. Il y a eu la vision 6.0 qui a été mise de l'avant par l'administration Plante parce qu'il y a des enjeux, non pas juste pour les cyclistes, mais aussi pour les piétons. Donc, l'aspect du rêve Bellechasse, c'est aussi d'uniformiser une sécurisation pour tous les citoyens. Est-ce qu'il y a des choses qui méritent d'être améliorées, embellies? Définitivement, mais pas d'enlever quelque chose qui pourrait vraisemblablement avoir plus d'impact sur la vie des gens. Voilà. Parfait. Une autre question concernant les commerces de proximité. Quand on veut des quartiers agréables, des milieux intéressants, évidemment, on veut pouvoir à pied à 250 mètres de rayon, pouvoir vaquer à ses occupations. Donc, évidemment, les commerces de proximité dont on aime beaucoup, hein, autant le Vieux-Rosemont que sur Beaubien, Beaubien-Est, qui est en fait Beaubien-Iberville, tout ça. Ce serait quoi vos engagements pour les 4 prochaines années à l'égard de tout ce qu'on appelle le commerce de proximité? Parce qu'il y a pas eu durant la COVID dans la dernière année. Bien, merci pour cette question. C'est un sujet qui est clé et je pense que ça fait partie de la vitalité d'Étienne-des-Marteaux et de tout l'arrondissement. Une des choses qu'on voudrait mettre sur pied, c'est un guichet du développement économique. Et en plus, de créer un rôle de commissaire au développement économique ici à Rosemont-la-Petite-Patrie pour être sûr qu'il y ait une aide personnalisée et répondant aux besoins des commerçants. Autre point aussi qu'on aimerait faire, c'est qu'il y a des places commerçantes qui mériteraient d'avoir une SDC. Donc, l'arrondissement s'engage à vouloir soutenir le développement de SDC. Si on prend la rue Bélanger, qui est une rue où on voit des nouveaux commerces et il y a des nouvelles familles qui s'installent, on aimerait pouvoir soutenir le développement d'une SDC là et aussi d'une SDC à l'est de la ville, mais je vais laisser le soin à mon collègue Jocelyn jeudi de vous en parler plus amplement. Donc, il est important pour nous de dire, et je vais en profiter pour être une résidente qui en a profité pendant la COVID, merci de votre courage et merci d'amener la vitalité. Je pense qu'on a pris pour acquis que c'était facile d'y aller et tout ça, mais vous avez passé à travers quelque chose d'énorme et on veut répondre à ça en vous offrant les outils et le service nécessaire pour que vous puissiez continuer à rayonner dans l'arrondissement. Merci. Commerce de proximité. Mais ma question est, comment est-ce qu'on rayonne
Comment est-ce qu'on rayonne dans les 12 dernières années? Dans les dernières années, du moins, pour notre mémoire, des fois, on s'entend, on peut faire des oublis, mais dans les dernières années, comment oublier qu'est-ce qui se passe ici dans Rosemont? Mais je veux dire, on va se dire les vraies choses, là. Les locaux sont vacants. On n'en a plus de commerce. Si je veux être la voix des parents autour de moi, bien, on les cherche. On cherche où aller prendre son café, ou aller magasiner, ou aller se promener. Puis nos commerçants, eux, qui se demandent s'ils vont fermer la porte ou non, bien, je ne vois pas comment on rayonne dans les dernières années. La situation est grave. La situation est grave. Il n'y a pas de rayonnement ici. Il faut remédier à ça. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il faut vraiment s'asseoir avec les SDC. Il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on se parle des vraies choses, puis qu'on ne se mette pas la tête dans le sable, puis qu'on se dise « Ah, mais oui, tout va bien sur Masson, tout va bien sur Beaubien, tout va bien sur Saint-Hubert. » C'est loin d'aller bien. On est loin de rayonner comme on mérite de rayonner, puis nos commerçants ont peur, souffrent, mettent clé sous la porte, puis nous, en tant que citoyens, ici dans Rosemont, on les perd. On perd cette qualité de vie de quartier-là. Donc, concrètement, il faut reprendre un dialogue, il faut s'asseoir avec et les commerçants et les SDC, puis tous les paliers administratifs pour pouvoir apporter une offre concrète, des offres concrètes, puis du soutien financier et ça presse à nos propriétaires commerçants, puis qu'on puisse desservir les citoyens de Rosemont comme ils le méritent. Parce que parti comme c'est là, c'est de moins en moins intéressant. Et c'est ça, la réalité. Parfait, merci. Une question qui vient du web cette fois-ci, concernant la culture. Vous voulez aborder la culture. Donc, en fait, la question va être dans la même logique. C'est Mme Verdi, une personne impliquée en culture dans le quartier. Concernant la Maison de la culture, quelle est votre posture concernant une politique culturelle de l'arrondissement? Quels devraient être les axes prioritaires? Question de Marie-France Verdi de Côté-Cour, Côté-Jean. Oui. C'est ça que j'avais débuté. Je vous en prie. Mais merci. Madame Verdi, enchantée. Donc, pour répondre à votre question, la Maison de la culture, en fait, c'est une question qui avait été abordée il y a très, très longtemps, comme je mentionné tout à l'heure, il y a au-delà de 12 ans. Puis, c'est resté sous la sellette pendant 12 ans. Alors, à ce moment-là, nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est reprendre cette idée-là d'il y a 12 ans, puis de l'amener à terme. Donc, des réflexions pourraient être amenées à savoir, est-ce qu'on la fait sur l'ancienne piscine de Bellechasse ou ailleurs? On a la chance d'avoir sur la rue Haute les archives nationales qui sont là. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'utiliser ça pour cette maison de la culture-là, de faire un espace créatif? On a beaucoup de gens du domaine artistique dans Rosemont et qui font également partie de mon cercle d'amis. Puis je ne sens pas qu'ils ont été consultés ou qu'ils mettent à profit leur talent. Donc, très certainement, on se doit d'implanter une maison de la culture pour faire rayonner l'arrondissement puis la francophonie, surtout ici dans Rosemont. Puis, on pourrait d'ailleurs faire un partenariat avec la francophonie du monde entier pour faire rayonner la francophonie dans Rosemont. Et concernant la politique culturelle de l'arrondissement, quelle devrait être la posture de l'arrondissement à l'égard d'une politique culturelle? Mais je pense qu'il faut en faire une. Il faut la mettre en priorité, tout à fait. Oui. Il faut, oui. C'est bon? Oui. Oui. Mme Magnus. Merci. Et salutations à vous, chère dame. Merci pour votre question. Par rapport à la culture, quelque chose qui est clé, quelque chose qui nous permet aussi de lier notre expérience dans l'arrondissement. Je suis contente de savoir qu'on partage une vision par rapport à l'ancienne piscine de Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, une des choses, c'est qu'on aimerait beaucoup pouvoir, en collaboration aussi avec les citoyens et les acteurs, voir qu'est-ce qui pourrait être fait de manière culturelle dans cette ancienne piscine et aussi donner les moyens de rénover les maisons de la culture qu'on a présentement aussi. Je pense qu'on a certains acquis. Pour certains, ce n'est peut-être pas assez, mais acceptons qu'on a déjà des choses qui permettent à des acteurs locaux et des artistes de pouvoir
partager leur art. Donc, une des choses, c'est rénover ce qu'on a déjà. Ce serait déjà un bon début. Et penser déjà une vision pour la piscine de la Petite Patrie. Autre chose aussi, c'est de soutenir les artistes locaux. Je pense que la culture a été peut-être le plus grand mal-aimé de cette dernière pandémie et je pense que l'arrondissement peut, avec certains programmes, soutenir le développement artistique des artistes locaux et de le faire même en collaboration avec certains commerçants. Je pense que tout le monde pourrait s'aider par rapport à tout ça. Et dernière chose que j'aimerais dire aussi, c'est par rapport, j'oubliais, c'est pas plus grave, mais comme je le disais, je pense que la chose clé c'était par rapport à le deuxième volet de question, par rapport à la politique. Il y a une politique qui est sortie de la dernière administration et je pense que la posture à avoir en culture, c'est une accessibilité pour tous et toutes. Je pense qu'on a une diversité de personnes dans l'arrondissement et pourquoi pas offrir une accessibilité et un accueil et une opportunité d'échange et de rencontre à travers cette politique. Parfait, merci. Une autre question qu'on a reçue à l'avance, puis elle retouche un petit peu une des 5 priorités de quartier que le quartier Rosemont s'est donné en 2018 lors du Forum social de Rosemont. Il y avait 400 personnes au Collège de Rosemont, 1600 citoyens et organismes communautés en amont pour identifier les 5 priorités de quartier, particulièrement le développement social, mais il y en a une qui est ressortie très fortement, c'est le transport. Et puis, évidemment, une des préoccupations qu'on avait, c'était est-ce que ça va être le transport actif, est-ce que ça va être la cohabitation des moyens de transport, est-ce que ça va être le transport collectif? Et ce qui est ressorti particulièrement, c'est le transport collectif. C'est la fréquence et la desserte des autobus, parce qu'en fait, le quartier Rosemont n'a pas de station de métro sur son territoire. Tout en bordure, il y en a, mais ce n'est pas dans le quartier Rosemont. Le REM ne touche pas directement Rosemont, sauf à l'extrême est, mais en fait, ce qui préoccupait davantage les citoyens, c'était particulièrement les axes est-ouest en termes de fréquence d'autobus et de desserte. L'autobus qui passe aux demi-heures, la fréquence est assez grande, puis bref, les gens étaient un petit peu en maudit par rapport à la desserte. Et donc, la question qu'on vous pose, c'est concrètement, qu'est-ce que vous allez soutenir ou faire comme démarche? Parce qu'évidemment, ça ne relève pas de l'arrondissement, on s'entend, ça relève évidemment de la STM, mais comment on peut ensemble travailler à augmenter la fréquence et la desserte des autobus, particulièrement Est-Ouest? On pense à celle sur Beaubien, à celle sur Bélanger particulièrement. Donc, comment vous allez travailler sur ce dossier-là en termes de fréquence d'autobus Est-Ouest? Je vous en prie. Oui. Bien, tout d'abord, j'aimerais remercier cette question parce que très certainement, ça m'affecte directement moi-même. Comme j'ai mentionné, prendre l'autobus Beaubien, que ça me prenne 1 heure de bout en bout dans Rosemont, c'est impossible, ça ne se fait pas. Donc, oui, moi aussi, je partage votre plus que votre mécontentement, mais votre quasi écœurant titre aigu de ce qui se passe comme le dessert du transport en commun ici dans Rosemont est très, très, très inadéquat et désuet et on en a besoin. À ce niveau-là, nous ici, il faut se poser des questions à savoir pourquoi c'est plus long et pourquoi les autobus sont moins nombreuses. Pourquoi c'est plus long? Mais est-ce qu'on a combien de stops on a rajouté? Combien de panneaux de signalisation on a rajouté dans les dernières années? Est-ce que c'est possible que ça fasse en sorte que ça ralentisse probablement le transport en commun? J'ose croire que oui. Ensuite de ça, très certainement qu'il y a des communications, encore là, des dialogues qui n'ont pas existé avec les effectifs de la STM de Montréal. Je pense que ce dialogue-là, il faut le réouvrir. Il faut pouvoir augmenter non seulement la fréquence, mais rendre leur parcours plus réaliste. Parce que ce parcours-là, qu'il soit, il faut penser à eux aussi, là, les conducteurs, les chauffeurs de la STM. Comment ils sont capables d'essayer avec les entraves majeures qu'on a partout dans Rosemont, puis c'est pas vrai qu'on essaie d'accommoder les gens avec des rues fermées, des détours, des constructions partout, des panneaux de signalisation qui de plus en plus nombreux, puis c'est un faux sentiment de sécurité. C'est pas vrai qu'il y a une crise de décès, puis qu'on fait ça pour essayer de sécuriser les familles. Il faut vraiment qu'on puisse s'asseoir ensemble, avoir un dialogue. Et encore là, rendre public les données
de signalisation, l'ensemble de Rosemont. Ce qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça, ces données-là de circulation. Puis qu'on puisse essayer de voir aussi avec le ministère de la Sécurité, afin de s'assurer que tout ce qui est mis en place là, avec les changements nombreux qu'on a, est-ce que c'est sécuritaire, tout ça? Je pense qu'on a des bonnes... Non seulement on a des choses à faire, mais on a des bonnes questions à se poser, puis il y a lieu qu'on ait des échanges. Parfait, merci. Merci beaucoup. C'est une excellente question et merci pour cette question. Moi-même, étant une résidente, c'est normal que je partage cette réalité. Mais je veux, avant de répondre à cette question, revenir sur l'aspect des stocks que vous soulignez. Il est important de souligner que certains stocks qui ont été ajoutés ont été mis à côté d'écoles et de parcs et qui ont été aussi demandés par certains citoyens parce qu'il y a eu des collisions à ces coins-là. Donc, pour moi, c'est important aussi de ramener où il fallait s'assurer, comme l'école Rose des Vents sur Beaubien 6e, ça méritait d'être sécurisé. Donc, c'était une petite chose que je voulais ramener. Autre point par rapport au transport. Une des choses, c'est d'avoir un leadership pour avoir la conversation avec la STM au départ. Il faut qu'on soit capable d'amener certaines réalités. Une bonne nouvelle, c'est de savoir qu'il y aura plus d'autobus qui s'en viennent sous une administration de Projet Montréal qui va au moins donner un coup de pouce. Effectivement, il y a sûrement des choses à ajuster, mais il nous faut le matériel nécessaire, donc des autobus pour être capable de desservir ceci et surtout avoir la conversation avec la STM pour voir s'il n'y a pas des tracés qui pourront être faits pour améliorer ça. Donc, on est très conscient de ça et je pense que l'administration Plante peut très bien faire quelque chose d'important. Si on pense aussi à l'aspect des voies structurantes, c'est une chose de penser au nombre de bus, il y a aussi comment on veut arranger les rues. Je pense qu'au niveau du trafic, avec les voies structurantes où on s'assure de voir où les cyclistes, les autobus et les voitures roulent, ça permet aussi une meilleure fluidité et aussi une meilleure rapidité pour se rendre du point A au point B. Parfait, merci. Question suivante. Monsieur ou Madame Ouellette en ligne qui nous dit Madame Alnius a mentionné les organismes communautaires. Donc, en fait, il y a une question concernant les organismes communautaires. C'est comment croyez-vous que l'arrondissement peut concrètement soutenir les organismes communautaires du quartier? Donc, on aimerait avoir 3 exemples concrets. 3 actions concrètes. Est-ce que vous voulez dire? Pardon, vous pouvez y aller. Allez-y, Madame Alnius. Merci beaucoup, M. Ouellette, pour votre question. Je vais me permettre d'être bien honnête. Je ne connais pas toutes les choses, mais je vais vous parler de certaines choses que je connais. Donc, c'est possible que ça ne couvre pas les 3 points. Mais une des choses, c'est qu'il y a des enjeux d'itinérance. On le voit dans certains secteurs d'Étienne-des-Marteaux. Donc, d'être en soutien avec les organismes par rapport au travail qui est déjà fait. Et je vais me permettre même au départ de dire il est important que la posture de l'arrondissement soit vraiment en collaboration avec les organismes communautaires. Il pourrait être facile de se substituer quand on sait que les organismes communautaires ont un héritage, ont une expérience et une connaissance du terrain. Donc, pour moi, si j'avais à regarder certains enjeux, j'aimerais parler d'inclusion sociale. On a des gens dans des enjeux d'itinérance. On a des gens aussi dans des enjeux de précarité. On parle de certaines personnes âgées, des hommes de plus de 55 ans, comment on leur vient en aide. On parle aussi d'étudiants qui demandent de l'aide alimentaire. Donc, ça, ce sont plus les sujets sur lesquels j'aimerais beaucoup pouvoir travailler. Donc, on parle d'itinérance, on parle de précarité auprès des personnes âgées et au niveau des jeunes étudiants, qui sont des gens qui aiment la qualité de vie, qui aimeraient être capables de garder leur logement, mais que les choses sont difficiles, puis comment on peut travailler en collaboration avec les organismes communautaires. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Ouellette. Oui, merci, Erika. M. Ouellette, tout comme ici, Mme Erika a mentionné, je n'ai pas de questions, réponses concrètes face à ça par rapport à notre ligne de parti. Je vais laisser le soin à Gilles Grondin, candidat à la mairie mercredi, de vous répondre concrètement par rapport à ça. Je vais vous parler côté personnel par rapport à ça. Les organismes communautaires m'ont très certainement sauvé la vie. Donc, je leur dois beaucoup. Je leur dois ma présence ici. Donc, non seulement ils m'ont sauvé la vie, c'est à mon tour, je pense, de faire un bout de chemin puis de leur rendre l'appareil. Qu'on pense au Centre des femmes qui méritent notre appui indéfectible.
ces centres-là, que ce soit le centre des femmes, que ce soit effectivement par rapport à l'itinérance, que ce soit par rapport à nos aînés, on est dans une crise en 2021 par rapport aux femmes, par rapport aux aînés, par rapport à l'itinérance qui prend de l'ampleur puis qu'il n'y a pas de leadership par rapport à ça, qui est mis de l'avant pour pouvoir les aider concrètement. Qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir faire des choses concrètes avec nos organismes communautaires qui sont là sur le terrain, qui n'attendent que ça, de faire équipe avec, que ce soit les politiciens, que ce soit les élus, que ce soit qu'il y ait une conversation, qu'on puisse les aider. Donc, moi, je suis prête et je m'ouvre à vous, non seulement en tant que citoyenne, mais en tant que candidate, pour pouvoir venir discuter avec vous, m'asseoir avec vous, être votre voix, puis ramener ça au sein de mon équipe et du gouvernement, puis qu'on puisse avoir des discussions sincères, qu'on développe des solutions, parce que ça urge de trouver des solutions aux problèmes qui sont là présentement dans notre société. Parfait, merci. Je ne l'avais pas dit d'entrée de jeu officiellement au début, mais je me gardais une ou deux questions surprises. Voici une première question surprise pour vous, mesdames. On ne vous connaît pas beaucoup parce que vous êtes des nouvelles politiciennes au niveau local. Donc, j'ai une question en deux volets. Je vais commencer par le premier volet. C'est pouvez-vous nous indiquer deux endroits de votre district que vous adorez beaucoup et puis pourquoi? Parce que vous allez représenter Étienne Desmarteaux, donc on aimerait savoir, c'est quoi les lieux ou l'endroit que vous aimez et puis pourquoi? Voulez-vous débuter? Je vous en prie. Madame Diamado-Poulos. Oui. Ben, moi, pour tous les gens qui me connaissent, en fait, qui me connaissent de très près, vont savoir que mon équilibre à moi, il est à l'extérieur de chez moi. Il est dans mon quartier. Dans mon quartier, ce que j'aime, c'est aller vers les autres. Pour aller vers les autres, les endroits propices à ça, c'est très certainement nos parcs. Alors, j'aurais tendance à dire qu'un lieu coup de cœur que j'ai, ce serait certainement le parc Morrison, que j'adore, qui a été témoin de mes premières photos de famille, qui est témoin de beaucoup de repas avec des amis, avec ma fille. C'est un lieu que je tiens dans mon cœur. Et ça, c'est un parc, mais j'aimerais vraiment inclure l'ensemble des parcs de notre arrondissement qui méritent tout notre amour. Ensuite de ça, j'en ai plusieurs, mais si on veut on est à deux. Deuxième coup de cœur, très certainement le cinéma Beaubien, qui est notre phare culturel. J'ai vécu des émotions dans ce cinéma-là et j'espère, et j'ai ça à cœur, que tout le monde autour de nous, le plus de gens possible, puisse continuer de vivre des émotions, puis qu'on puisse vraiment soutenir davantage, parce que pour moi, c'est dans mon cœur. J'aurais tendance à dire les bibliothèques aussi, mais on va s'en tenir à ça. C'est bon choix. Madame Agnès? Merci beaucoup. J'aurais beaucoup de place. Je vais essayer de faire des catégories si ça vous convient. J'abonde dans le même sens que Mme Diamado-Poulos. Les parcs de Rosemont et d'Étienne Desmarteaux, on a une qualité, puis il y a des choses, certes, à faire, mais on a des beaux parcs. Je pense au parc qui n'est pas très loin de chez moi. Vous comprendrez que je ne dirai pas exactement où j'habite, mais le parc Beaubien a été le parc qui m'a accompagnée pendant la COVID. Le parc Beaubien, pour certes réunir les amis, mais les gens qu'on peut voir, juste le bruit des enfants face à la pâte aux joueurs, cette qualité de vie-là dans le parc Beaubien, c'est sûr que c'est mon petit préféré, étant une résidente riveraine du parc depuis plus de 10 ans. Donc, nos parcs. Puis la deuxième section, ce sont les restaurants qu'on a. Je suis fille de cuisinier et disons que les restaurants qu'on a dans Étienne Desmarteaux sont importants, puis on a des gens exceptionnels. Je peux penser à Chez Roger, je peux penser à un projet qui a été exceptionnel pendant la COVID, qui est le Mitch Deli, qui est sur Delorimier au coin des Carrières. C'est un professeur qui a voulu soutenir ses anciens élèves, qui a ouvert ce petit casse-croûte pendant la COVID pour qu'eux puissent travailler. Et excellente table. Il y a tellement une richesse gastronomique dans Étienne Desmarteaux, ça ne semble rien, mais il y a ces petites places-là où les gens aiment se réunir et aller manger. Donc, je parlerai de ça. Parfait, voilà. merci.
Vous me donnez le goût d'habiter Étienne Desmarteaux, c'est bon. Vous êtes Étienne? Hein? Vous êtes où? Ah, j'habite pas Étienne Desmarteaux, mais j'avoue que le parc... Étienne Desmarteaux, Étienne Desmarteaux. Le cinéma vaut bien quand même, j'ai un petit faible, c'est vrai. Deuxième volet de ma question. Comme on ne vous connaît pas beaucoup, vous allez sûrement, si vous êtes élu, rencontrer beaucoup de citoyens qui vont avoir ce qu'on appelle des cas citoyens. Ça veut dire qu'ils vont arriver, puis là, avec leurs problématiques, ils vont vous déverser leurs préoccupations auprès de vous, et tout ça. Et en fait, au-delà des lignes du parti, du programme dans lequel vous faites partie, il y a l'élu local qui est sur le terrain, grassroots, bien proche du monde, là. Puis c'est un peu comme une genre de question d'entrevue. C'est quoi vos 3 forces que vous allez mettre en avant-plan dans cette relation-là avec les citoyens? Donc, on aimerait que vous nous vendiez vos 3 principales forces pour faire la job auprès des citoyens dans les 4 prochaines années. Ben, mon Dieu, quand même, ça avait été bonne joueuse. Je parlerais de disponibilité, de me rendre disponible. Je pense que c'est un choix, puis c'est vraiment un engagement que de faire un saut en politique et c'est accepter de se rendre public pour être au service de tous et toutes. Donc, ma disponibilité serait une des premières choses. Je pense aussi ma sincérité. Je pense qu'une chose qui manque en politique, puis je vais me permettre d'envoyer des fleurs que j'ai quelque part dans ma petite poche de cœur, c'est de la sincérité. Je pense que les citoyens ont besoin de cette sincérité où on est capable de leur dire la vérité, puis qu'on est capable de les amener dans une autre vision qui les rende nobles dans la participation citoyenne. Parce qu'une des choses, je pense, que la politique fait, c'est d'exciter la peur, contrairement à offrir l'opportunité de travailler avec le bois noble des gens. Donc, je pense que ma sincérité pourrait offrir une opportunité de travailler avec le bois noble des gens. Et je dirais mon énergie. Je suis quelqu'un de persévérant, je suis quelqu'un qui a de l'énergie, puis qui a envie de la dédier au service des roses patriennes d'Étienne Desmarteaux. Parfait, merci. À vous, Erika, très belle réponse. Merci. Donc, voilà. Ben, moi, ici, je vais ouvrir mon cœur, tout simplement. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les derniers temps, voire le dernier mois et demi, depuis le début de la campagne. Je vais prendre un petit peu de temps juste pour... Je dois le dire. Dans le dernier mois et demi, les citoyens d'Étienne Desmarteaux, je veux vous remercier. Et là, ça me touche beaucoup. Je veux vous remercier d'avoir ouvert la porte, puis de m'avoir écouté, puis de vous aussi, vous êtes ouverts à moi. Parce que ce n'est pas facile, de un, d'ouvrir sa porte à un étranger, et de deux, de dire ce qui se passe dans son cœur réellement, puis d'avoir l'espoir que la personne qui est en face de toi reçoive ça, l'emmagasine, ne l'oublie pas et fasse quelque chose avec. Donc, très certainement, c'est l'écoute. Première des choses, c'est l'écoute. Je l'ai vu dans les dernières semaines avec vous dans le porte-à-porte, que je me promène sur la rue, puis vous venez me voir parce que vous avez tellement de choses à dire. Puis je me demande, mais voyons, ça ne se peut pas qu'il n'y en ait pas eu de dialogue social comme ça dans les dernières années. Ça ne se peut pas. Puis à quelque part, je vous comprends parce que moi aussi, je suis dans votre situation avant le 17 septembre. Donc, c'est un honneur pour moi de me présenter comme candidate aux élections, puis d'être votre voix, de vous entendre, de vous écouter, puis de ne pas vous oublier. Deuxièmement, c'est ma bienveillance. C'est mon cœur de maman. C'est mon côté grec qui a toujours cru en une démocratie. Puis permettez-moi de vous dire que je me demande, elle est où cette démocratie? Je me pose cette question-là très, très sincèrement. Et ce n'est pas une question partisane ici, mais je me le demande, elle est où cette démocratie quand on est rendu dans l'idéologie? Quand on accepte de fermer ses oreilles à des gens qui n'ont pas la même opinion que nous. Je pense qu'avec empathie, on est capable, même dans nos discordes, d'essayer d'arriver à des compromis le plus possible. Il faut qu'on fasse mieux, on mérite mieux. C'est ma bienveillance qui est ici. C'est mon cœur de maman, puis c'est des valeurs que je veux inculquer à ma fille, aux enfants du quartier à qui j'ai dit aussi que j'allais faire ça, puis aux parents qui m'entourent, à mes voisins
qui ont des grands espoirs, puis je ne peux pas les laisser tomber, je ne peux pas vous laisser tomber. On se le doit. Troisièmement, c'est très certainement ma résilience. Comme j'ai dit, les organismes communautaires m'ont sauvé la vie. Ils ont été là dans les moments les plus importants de ma vie. Je leur en dois beaucoup. J'en ai vu d'autres. Je me suis toujours battue. Et aujourd'hui, c'est très certainement le plus grand combat que j'aurai à mener. Et c'est celui, puis peut-être que j'amène une autre question qui était pour plus tard, mais je veux l'amener maintenant. J'espère que si élu, je puisse léguer comme empreinte ici, dans Rosemont, un quartier avec plus de tolérance. C'est la tolérance. Enjeu majeur. Voilà. Parfait, merci. Question du web, Mme Landry, qui dit « Il n'y avait qu'un seul chenil dans Rosemont-Petite-Patrie. Il est maintenant fermé et la Ville a interdit à tout nouveau chenil sur le territoire. Donc, c'est interdit d'avoir une nouveau chenil sur le territoire. Donc, si vous êtes élu, voudriez-vous revoir cette politique? » Question précise, pointue, là, mais voilà. Donc, est-ce que vous voulez revoir la politique de ne pas avoir de nouveaux chenils sur le territoire? Bien, merci beaucoup, Mme Landry. En toute honnêteté, ce n'est pas un dossier que je comprends et que je possède à la fine pointe. Et bien sincèrement, ça me fera plaisir de prendre acte du dossier et voir qu'est-ce qui pourrait être possible. Mais je me permets d'être honnête et sincère, puis de ne pas envoyer des ballons dans les airs. Donc, je vais me garder une réserve, puis tout dépendant, si je devais être élue, ça me fera plaisir de discuter avec vous, puis voir qu'est-ce qui pourrait être la meilleure chose à faire. Merci. Parfait. J'abonde dans le même sens. On peut se permettre d'être d'accord. Ça arrive, on ne maîtrise pas tous les dossiers, fait que c'est correct. Merci de l'indulgence. C'est une question pointue. C'est correct. Donc, on va passer à la question suivante, toujours sur le web. La personne n'a pas voulu se nommer, mais c'est correct. C'est que diriez-vous aux commerçants qui ferment leurs portes sur Bellechasse? Surtout si vous vous opposez à des solutions de compromis. Donc, question sur les commerçants qui ferment leurs portes sur Bellechasse. Qu'est-ce que vous leur diriez? Mais, je ne sais pas qui a posé la question, mais je vais m'adresser ici à M. Aymard. M. Aymard, si vous nous écoutez, je suis en train de vous répondre. M. Aymard, qui est une entreprise familiale établie dans Rosemont depuis plus de 60 ans, qui dessert Rosemont et le Grand Montréal, qui est plus capable de se faire livrer son matériel ou de servir ses clients. Après 60 ans, pense fermer la porte. Qu'est-ce que je veux dire à M. Aymard? Je vous entends, je vous écoute. On va très certainement trouver un compromis sur ce rêve Bellechasse-là. On ne défait rien, on revient à ce qui avait été proposé à l'initiale. Mais il faut absolument, et c'est urgent, qu'on puisse redonner de l'espace de stationnement, puis permettre aux plus vulnérables et aux commerçants qui sont en train de se poser de sérieuses questions face à des entreprises qui sont là depuis 60 ans. Soyons sérieux, là. Merci beaucoup pour votre question. En ce qui nous concerne, il me fera grand plaisir de m'asseoir avec les commerçants, avoir une conversation avec eux pour voir qu'est-ce qui peut être aménagé, voir quels sont les besoins au départ et pour voir à ce que tout le monde puisse cohabiter l'un et l'autre. Et en plus d'une pandémie qui a laissé beaucoup de gens dans une situation difficile, je pense que, outre l'aspect d'une piste cyclable, et je pense qu'il y a d'autres enjeux auxquels on peut aussi pallier qui pourraient soutenir la vitalité de nos organisations. Donc, il me fera grandement plaisir de travailler avec vous puis de voir qu'est-ce qui peut être possible. Je pense qu'on a une excellente équipe qui n'attend que ça, que d'être en conversation avec vous, avec un maire qui a cette vision-là et qui désire ardemment pouvoir soutenir les commerçants de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci. Je vais y aller avec une autre question surprise, mais elle va être vraiment légère parce qu'en fait, c'est moi qu'on achève la rencontre.
Si vous aviez à choisir un politicien ou une politicienne au niveau de la Ville de Montréal qui n'est pas de votre parti, hein, donc on n'est évidemment pas dans une dynamique partisane, dans une dynamique où on sait qu'il y a des talents dans tous les partis, qu'il y a des gens agréables dans tous les partis, il y a des gens peut-être moins agréables dans chacun des partis. Donc, avec qui vous aimeriez aller prendre une bière ou un café et à quel endroit de votre district vous amèneriez cette personne-là? Donc, je vous laisse choisir un politicien ou une politicienne municipale de Montréal avec qui vous aimeriez aller prendre une bière ou un café, mais pas de votre parti politique. Et à quel endroit vous l'amèneriez dans votre district? Si je peux me permettre, moi, j'irais prendre un verre avec Emilia. Je me permets. Elle était peut-être facile. Elle était facile. Mais non, mais d'ores et déjà, moi, ça me ferait plaisir parce que je veux me permettre de dire que c'est pas rien de faire un saut en politique puis d'accepter que notre visage est à tous les coins de rue. C'est quelque chose qu'on discutait au départ. Donc, oui, je me permets de la prendre facile, mais à la base, j'irais prendre un verre avec Emilia. Je pense que le Hillsdale serait une très belle place. Il y a des très bons plats. C'est pas très loin du Parc Molson puis du cinéma Beaubien. Tout le monde serait content. Moi, j'irais avec Emilia au départ. Mais pour répondre très sincèrement à votre question, c'est une excellente question. Avec qui j'irais? C'est une belle question. Je pense que j'irais avec Idilissa, qui est candidate dans Peter McGill, une jeune femme d'origine somalienne ou éthiopienne qui a un background qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'on ne se rejoint pas sur tout, mais je serais très heureuse de pouvoir avoir une discussion avec Mme Idil Issa de Peter McGill. Qui se présente pour quel parti? Pour Mouvement Montréal. Montréal, OK. Parfait. Et vous l'amèneriez à quel endroit? Elle aussi, je l'amènerais au Wellsdale. C'est le fun. C'est comme ça, comme là. C'est bon. Emilia? Oui. Bien, en fait, j'accepte l'invitation. C'est pas mal, réglons ça après, là, mais oui. Oui. Tout à fait. J'aimerais beaucoup, parce que sincèrement, quelqu'un qui adore les débats, la démocratie, c'est important, on en a parlé. J'ai des questions à élucider et des mystères par rapport à ce programme. J'aimerais beaucoup aller prendre un verre avec Balarama Holness. Très certainement, j'ai des questions par rapport à la langue française qui m'interpellent au plus haut niveau et j'aimerais qu'on ait ces échanges-là, si c'est possible. Est-ce qu'on irait au bar chez Roger? Irions-nous à une autre place? Peut-être que oui, peut-être que non, mais j'aimerais avoir cette discussion-là avec Balarama Holness sur la discussion de la langue française qui m'interpelle au plus haut niveau. Comme vous pouvez savoir, je suis dans un parti avec un candidat à la mairie dans mon équipe qui est conseiller syndical à la FTQ en francisation. Alors, pour nous, c'est plus qu'important. J'aime les défis. J'aurai une bonne discussion avec M. Balarama Holness. Parfait. Merci de vous être prêté au jeu des questions. Ça conclut le bloc des questions du public. On se dirige donc vers la fin, qui est le mot de clôture. Donc, on vous donne en fait chacun 3 minutes pour clôturer la soirée. Puis ensuite, on va passer à une pause pour enchaîner avec l'autre échange concernant avec les candidates du bureau Rosemont. Donc, à vous, votre mot de conclusion, 3 minutes. Là, on est dans les ordres, je ne me souviens plus lesquels. C'est Mme Diamoulou selon la feuille. Donc, pour conclure, j'aimerais tout d'abord remercier tous ces gens ici réunis. Merci. Merci à tout le monde qui ont lancé l'invitation puis qui ont cru bon de nous inviter à venir dialoguer avec tout le monde ici puis nous donner la parole. C'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir avoir la prise de parole. C'est quelque chose, des fois, qu'on prend pour acquis, tout comme l'importance d'aller voter. S'il y a une chose que j'espère avoir transmise aujourd'hui, c'est l'importance qu'a la politique municipale dans notre quotidien. Dès qu'on met la main sur la porte, c'est la politique municipale. Derrière chez nous, c'est la politique municipale. Notre quotidien, c'est la politique municipale. Et trop souvent, plus souvent qu'autrement, on néglige peut-être ces élections-là qui sont
très, 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 très importante. C'est notre quotidien. Il y en va de notre qualité de vie. Il y en va de notre quartier, qu'on a plus qu'à cœur. Je pense qu'on l'a très bien transmise ce soir, à quel point on a ça à cœur. J'aimerais vous dire que je ne me présente pas ici avec un parti qui est anti quelque chose. On est pro-vélo, pro-auto, dans l'inclusion, le vivre ensemble. La seule façon qu'on peut s'avancer, c'est ensemble, sans mettre de côté qui que ce soit. Puis porter une attention particulière, vraiment, là, à nos aînés, aux plus vulnérables, aux enfants, aux familles qui ont besoin de notre attention. Je ne ferais pas ce saut-là en politique si ce n'était pas pour eux. J'aimerais remercier les gens de mon entourage dans mon quartier qui m'ont propulsé vers la politique, puis qui m'ont fait confiance d'être leur porte-parole, puis de mettre à profit tout ce qu'on me confie au quotidien. Je suis prête à faire le changement ici dans Rosemont. Est-ce qu'on veut vraiment une décennie et demie et plus d'une même administration? Je pense qu'on est dû pour autre chose. Je pense qu'on a une équipe. Je sais qu'on a une équipe, j'en ai la ferme conviction qu'on a une équipe qui est là pour vous, avec une plateforme locale qui mérite d'être consultée. Puis vous allez avoir d'autres débats également avec les autres conseillers et le maire, candidat maire d'arrondissement qui vont très certainement vous éclairer. J'espère que je vous ai transmis l'importance que ça a pour moi de me présenter en politique. Puis je le fais aussi beaucoup pour ma fille, les enfants, pour les femmes en général, à quel point c'est important qu'on soit là, qu'on soit présente. Où sont les femmes? On est là. On est là. D'Erika Elneus à Emilia Diamandopoulou, nous venons d'ailleurs. Non, non. On est ici, avec vous. On veut travailler avec vous, avancer avec vous. Là, je parle de moi et mon équipe de Rosemont, bien évidemment, et Ensemble Montréal. Mais ça suffit la division. Rassemblons-nous, avançons dans la bienveillance et le dialogue social. C'est plus qu'important. Merci pour tout. Merci beaucoup, Madame Elneus. Merci beaucoup, M. Leclerc. J'en profite pour vous remercier. Merci pour l'animation et merci à toute l'équipe qui a permis la diffusion de cet échange, un échange important pour vous, chers citoyens d'Étienne-des-Marteaux et de tout l'arrondissement. Un merci spécial à Emilia qui a voulu avoir cette conversation-là avec moi. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde de pouvoir avoir ces espaces d'échange où vous avez l'opportunité de voir les gens qui ont envie de faire ce saut en politique. Je suis fière et émue de pouvoir faire le saut avec Projet Montréal ici dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Je suis fière de le faire avec un maire qui a envie de regarder en avant. Je suis fière de le faire avec des collègues expérimentés qui ont à cœur vos réalités au quotidien. Et je veux saluer l'audace de Projet Montréal. Parce qu'une des choses importantes, c'est qu'il y aura des choses clés, des enjeux sociaux, politiques et économiques qu'on devra faire face. Et il est important de le faire avec confiance et j'ai confiance avec Projet Montréal. J'ai confiance qu'on est capable d'adresser les choses pour ce qu'elles sont et de ne pas essayer de mettre de côté des éléments juste pour nous rendre confortables. Ce serait mon plus grand honneur de pouvoir être à votre service. Il me fait plaisir et j'espère, et ce sera à vous de faire le choix, il me ferait profondément plaisir de pouvoir me rendre un instrument pour la démocratie municipale, puis de travailler avec votre bois noble, ce qu'il y a de beau, de fort pour qu'on puisse construire et unir tout le monde dans notre beau Rosemont-la-Petite-Patrie. Encore une fois, un grand, grand, grand merci. Merci. Ça met donc fin à la portion formelle. Merci, Mme Erika Elneus. Merci, Mme Emilia Diamandopoulou. Ah, allez, ce fois-là. Désolé. Merci aux gens de la salle. Merci aux gens sur le Zoom.
Merci. Les élections ont lieu bientôt, donc vous pouvez aller voter. De mémoire, c'est samedi, dimanche en vote par anticipation, samedi, dimanche qui vient. Oui. Et le 6 et 7 novembre, les journées de l'élection. Et le 7 au soir, vous allez savoir qui va gagner les élections. Il y a aussi deux candidates qu'on a invitées, mais qui ne sont pas venues. Donc, c'est M. ou Mme Manel Daher de Mouvement Montréal et Karine Cusson, qui est la candidate d'Action Montréal, équipe Gilbert Thibodeau. Et le chef du parti, Gilbert Thibodeau, c'est sa colistière. Donc, si jamais elle gagne et qu'il ne gagne pas la mairie, il pourrait siéger comme conseiller de ville. Donc, voilà, on vous remercie d'avoir été là. On prend une pause de 10 minutes, 15 minutes. On revient à 7h30 pile pour l'échange avec les candidates du Vieux-Rosemont. Et pour ceux et celles qui le regardent en différé, dites-vous qu'il y a quatre moments comme ça à regarder. Celui d'Étienne Desmarteaux, du Vieux-Rosemont, de Marie-Victorin et des candidats à la mairie d'arrondissement. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. Sinon, bonne réflexion pour le vote. Au revoir, à bientôt.